Bonjour, dans cette séance, on va traiter le mouvement de rotation d'un corps solide d'un corps solide indéformable autour d'un axe fixe. Cette leçon va nous permettre d'acquérir des outils nécessaires pour comprendre la notion de l'énergie qu'on va voir dans les prochaines leçons. Donc on va passer directement au premier paragraphe. Le mouvement de rotation. Donc avant de commencer, on va donner quelques exemples de corps pouvant tourner autour d'un axe fixe. On va commencer par le premier exemple, une porte. Donc tout le monde connaît une porte. On a aussi les aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que les aiguilles d'une montre, lorsqu'ils fonctionnent, ils ont un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. On a aussi le mouvement de la roue d'une bicyclette qui tourne autour d'un axe lié à son cadre. Et on peut aussi citer l'exemple de la grande roue qu'on trouve dans quelques grandes villes. On va passer maintenant à la définition du mouvement de rotation. Pour cela, on va c'est-à-dire arriver à donner la définition du mouvement de rotation à travers une activité expérimentale dans laquelle on utilise une table à coussin d'air et ses accessoires. Donc le dispositif expérimental représenté dans la figure ci-dessous nous permet d'enregistrer le mouvement de deux points A et B de la base d'un autoporteur attaché à l'aide d'un fil inextensible à un axe vertical delta fixe. On lance l'autoporteur sur la table à coussin d'air et on enregistre les positions de deux éclateurs A et B de la base de l'autoporteur. Dans cette image ici qu'on a à droite, c'est une photo réelle d'un autoporteur muni d'un éclateur latéral. Donc il y a un éclateur qui est situé au centre et un éclateur latéral. Donc on lance l'autoporteur et on enregistre les mouvements des deux positions, c'est-à-dire le mouvement des deux points A et B. Ici on a l'axe de rotation et on constate ici que le point ou bien l'éclateur A, c'est l'éclateur le plus proche de l'axe de rotation. Donc l'enregistrement qu'on obtient est représenté dans cette figure-là. Donc, qui est une image de l'enregistrement qu'on obtient avec une échelle de 1,5. La durée séparant l'enregistrement de deux positions consécutives d'un seul point étant égale à 40 millisecondes. Donc, si on regarde cet enregistrement, on constate que les positions des deux points, donc le point, l'axe d'abord, on peut montrer que l'axe est situé à ce point-là, et on constate que les positions des deux points sont situés sur deux lignes qui ont une forme qui est particulière. Donc on va voir quelle est la nature de cette forme-là. Et les distances qui séparent les positions pour les deux points sont isométriques, c'est-à-dire que chaque point parcourt une distance qui est, ou bien parcourt des distances qui sont égales pendant des intervalles de temps égaux. D'accord? Donc pour exploiter cette expérience-là, on va essayer de répondre à quelques questions. Bien sûr, ici, on peut donner des noms à quelques points, en particulier le centre des deux trajectoires et les premiers points, ou bien les premières positions enregistrées des deux points A et B, donc A0, A1, A2, B0, B1 et B2, etc. Donc, pour exploiter cette expérience, on va essayer de répondre à quelques questions. Donc la première question qu'on peut poser, quelle est la nature de la trajectoire de chacun des deux points A et B? Deuxième question, comment sont les trajectoires l'une par rapport à l'autre? Troisième question, mesurer les angles δθ et δθb avec lesquels les deux points A et B tournent pendant la durée δt est égal à tau. Quatrième question, comparer les deux angles δθa et δθb, que peut-on conclure? Donc on va passer directement aux réponses. Pour la première question, donc on a vu dans l'enregistrement que les deux trajectoires ont deux formes qui sont circulaires. Donc les trajectoires des deux points A et B sont circulaires. On peut conclure que tous les points de l'autoporteur ont des mouvements circulaires. D'accord? Donc le mouvement de chaque point de l'autoporteur a une trajectoire circulaire. Donc ce mouvement il est circulaire. Comment sont les trajectoires l'une par rapport à l'autre? Donc on a constaté dans l'enregistrement que les deux trajectoires ont le même centre. On dit qu'ils sont concentriques sur l'axe de rotation. Et on peut déduire aussi que tous les points de l'autoporteur ont des
trajectoires circulaires et leurs centres sont situés sur l'axe de rotation. On passe à la troisième question. Donc, pour mesurer les deux angles, delta θ A et delta θ B, avec lesquels tournent les deux points A et B, on utilise un rapporteur. Donc, ce rapporteur-là, donc il est facile de mesurer ces deux angles-là. On trouve que delta θ A est égal à 18 degrés. Et la même mesure, c'est pour l'autre angle. Pour la quatrième question, donc on a ici, on constate que ces deux angles sont égaux. Donc on peut déduire que tous les points de l'autoporteur tournent avec le même angle pendant le même intervalle de temps. Donc ces réponses-là nous permettent de donner une définition du mouvement de rotation d'un corps autour d'un axe fixe. Et dans ce cas-là, l'autoporteur qu'on a lancé sur la table Alexander a un mouvement de rotation. Donc la conclusion qu'on peut tirer, le mouvement de l'autoporteur est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc en exploitant ces questions, on peut aboutir à la définition, ou bien proposer une définition pour le mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Donc on peut donner cette définition-là. Un solide indéformable est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si chacun de ces points décrit une trajectoire circulaire centrée sur l'axe de rotation et située dans le plan perpendiculaire à l'axe. Sauf bien sûr les points appartenant à cet axe, ils sont immobiles. Donc ici on a une image d'un corps pouvant tourner autour d'un axe fixe, donc un corps solide S. On a deux points de ce corps-là, donc lorsque le corps S tourne, ces deux points tracent deux trajectoires circulaires. Par contre, les deux points M et N qui appartiennent à l'axe de rotation sont fixes, c'est-à-dire ils ne bougent pas. Passons maintenant au repérage d'un point d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc on peut repérer la position d'un point d'un solide en rotation autour d'un axe fixe en utilisant soit une abscisse angulaire ou bien l'abscisse angulaire ou l'abscisse curviligne. Pour cela, on va considérer un corps qui est en rotation autour d'un axe fixe et M un point de ce corps-là. Dans cette figure-là, on a le corps C qui peut tourner autour d'un axe delta et on a ici aussi la trajectoire du point M qui est un cercle. Si on regarde cette figure-là de dessus, on va constater que bien sûr que le mouvement ou bien la trajectoire du point M, c'est une trajectoire qui est circulaire. Pour donc déterminer la position de ce point M du corps C, ou bien c'est-à-dire du corps solide en mouvement de rotation autour de l'axe delta, on va orienter la trajectoire du mouvement de M suivant le sens du mouvement, c'est-à-dire on va choisir un sens positif du mouvement. On choisit aussi un axe OX comme direction de référence par rapport à laquelle on va mesurer l'angle θ. Donc c'est pour déterminer la position du point M, on peut mesurer cet angle θ. Connaissant la valeur de l'angle θ, on peut déterminer la position du point M. Donc cet angle θ qui est situé entre l'axe de référence OX et le vecteur position OM, donc c'est ce qu'on appelle l'abscisse curvée angulaire. C'est l'abscisse angulaire, on le note θ. Puisque c'est un angle, son unité dans le système international des unités, c'est le radian, donc du symbole RAD. Et l'abscisse angulaire, bien sûr, c'est une grandeur algébrique, c'est-à-dire si on part de M0 vers M, suivant le sens positif, on va compter θ positif. Et si on part de M0 à M dans le sens négatif, θ, dans ce cas-là, il sera négatif. On peut aussi déterminer la position de M en mesurant la distance courbée ou bien curviligne entre M0 et M. Donc, connaissant cette distance-là, on peut déterminer la position de M. Donc, cette distance M0M, cette distance courbée, on la note S et on l'appelle l'abscisse curviligne. Donc, cette abscisse curviligne-là, elle représente une distance. Elle est aussi une grandeur algébrique. Et puisqu'elle représente une distance, elle s'exprime dans le système international par le mètre, donc du symbole, bien sûr, M. Puisque ces deux abscisses nous permettent de déterminer la position de point M, donc on peut se demander quelle est la relation qui existe entre θ et S. Donc on peut montrer facilement que S est égal à R fois θ par analogie avec le périmètre d'un cercle qui est égal P qui est égal à 2π fois R. Donc lorsqu'on tourne ou bien on fait un tour, c'est-à-dire l'angle qu'on va parcourir est égal à 2π. Pour avoir c'est-à-dire
l'expression du périmètre, on multiplie cet angle-là de pi fois r pour avoir le périmètre. Donc ici, on tourne seulement d'un angle θ, et là, la distance qu'on va parcourir, c'est r fois θ. Bien sûr, donc r, c'est le rayon de la trajectoire du mouvement de m. D'accord? Donc, passons maintenant à une application, c'est-à-dire on va déterminer les abscisses angulaires et curvilignes d'un point B de l'enregistrement qu'on a vu dans le premier paragraphe. Donc on considère le mouvement enregistré dans l'activité du paragraphe 1B précédent. On choisit l'axe OX comme origine des abscisses angulaires et le point B0 comme origine des abscisses curvilignes et l'instant d'enregistrement du point B ou bien de la position B1 comme origine des dates. Et on nous demande de compléter le tableau suivant. Donc dans ce tableau-là, on a les positions du point B à des instants différents. Donc puisqu'on a changé, on a choisi l'instant d'enregistrement du point B1 comme origine des dates, donc sa date est 0, d'accord? Puisque la durée qui sépare l'enregistrement de deux positions successives et taux est égal à taux à 40 millisecondes, donc la date d'enregistrement de la position P2 c'est 40 millisecondes. Ainsi de suite, on peut donner les différentes, c'est-à-dire dates des instants auxquels on a enregistré les positions B0, B1, B2. Puisque B0 est enregistré avant l'origine des dates, donc on va considérer que c'est-à-dire le temps ou bien la date à laquelle est enregistré B0, c'est négatif et est égal à moins 40. On a considéré aussi que c'est-à-dire l'axe OX passant par B0 comme origine des abscisses angulaires, donc l'abscisse angulaire de B0 est égal à 0. Et l'abscisse angulaire de B1, c'est l'angle qui existe entre B0, c'est-à-dire entre la direction OX au B1, donc on le mesure avec un rapporteur, on trouve dans ce cas-là 18 degrés. De la même façon, on mesure les autres angles, on trouve ces valeurs-là. On a choisi aussi B0 comme origine des abscisses curvilignes, donc son abscisse curviligne est égale à 0. On mesure avec un instrument convenable la distance ou bien l'abscisse curviligne B0, B1, donc on trouve dans ce cas-là exactement 3,14. Pour l'autre, c'est-à-dire l'abscisse curviligne de B2, donc c'est la mesure de B0, B2 est égale à 6,3, ainsi de suite pour les autres. D'accord? Donc, on va passer au paragraphe 3, ou bien troisième paragraphe, la vitesse linéaire et la vitesse angulaire du mouvement. Donc, on va procéder à définir, d'abord donner la définition de la vitesse linéaire d'un point M. Donc, on va rappeler cette définition-là qu'on a vue au niveau du tronc commun. Donc, la vitesse linéaire d'un point M à un instant TI est égale à MI-1, MI plus 1, c'est-à-dire la distance parcourue pendant la durée qui sépare les deux instants TI-1 et TI plus 1. Donc c'est la méthode d'encadrement qu'on connaît. L'unité de la vitesse linéaire dans le système international des unités, c'est le mètre par seconde. On passe directement à la définition de la vitesse angulaire. On commence par définir la vitesse angulaire moyenne, donc qui est définie par la relation, d'abord la vitesse angulaire, on la note oméga, donc la vitesse angulaire moyenne, donc c'est oméga m, par analogie avec la vitesse linéaire, entre deux instants, lorsqu'on veut calculer cette vitesse angulaire entre la vitesse moyenne entre deux instants T1 et T2, donc oméga m est égal à θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Donc c'est la vitesse angulaire moyenne entre deux instants éloignés T1 et T2. L'unité de la vitesse angulaire dans le système international d'unité est le radian par seconde, parce que l'angle, on l'exprime dans le système international en radian, et la durée en secondes. Bien sûr, on passe à c'est-à-dire on veut déterminer la vitesse angulaire instantanée, comme montre son nom. Donc la vitesse angulaire instantanée, c'est la vitesse à un instant donné. Et pour déterminer cette vitesse-là d'un point M en rotation autour d'un axe fixe,
On va utiliser aussi la méthode d'encadrement. Donc, oméga i, c'est-à-dire la vitesse angulaire à un instant ti, est égale à θ i plus 1 moins θ i moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Cette durée-là, elle est très petite, donc on la note delta t. Et la même chose pour delta θ. On la note delta θ avec un delta minuscule. Donc, on a vu dans la première activité que tous les points tournent avec le même angle pendant la même durée ou bien pendant le même intervalle de temps. Donc, on peut déduire que tous les points ils ont à chaque instant la même vitesse angulaire, instantanée bien sûr. Donc, si on prend deux points A et B différents, à un instant TI, ces deux points-là, ils ont la même vitesse angulaire. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on parle de la vitesse angulaire, il ne faut pas préciser un point, parce que tous les points, ils ont la même vitesse angulaire à chaque instant. Et on nomme cette vitesse-là angulaire, c'est-à-dire on la relie à la vitesse, ou bien c'est la vitesse du corps tout entier. D'accord? Donc on va passer à une application pour compléter. Donc on va compléter le tableau suivant en calculant la vitesse angulaire et la vitesse linéaire à différents instants pour le même point qu'on a vu tout à l'heure, le point B. Donc pour calculer la vitesse angulaire à l'instant d'enregistrement du point B1, on va utiliser la méthode d'encadrement. Donc on va encadrer B1 par les deux points B0 et B2. La méthode qu'on utilise pour calculer oméga 1, donc c'est 36 moins 0. Il faut la convertir en radian, donc on va multiplier par 3,14 et diviser par 180. Et on divise par le temps, donc la durée qui sépare l'enregistrement de B0 et B2, c'est deux taux, donc c'est 2 fois 40, 10 à la puissance moins 3. On trouve 7,8 radians par seconde. Donc de la même façon, on cherche, ou bien on mesure, ou bien on calcule les vitesses aux instants, les vitesses angulaires aux instants d'enregistrement des positions B2, B3, B4, etc. Pour calculer aussi la vitesse linéaire du point B à cet instant d'enregistrement du point B1, donc on va utiliser la méthode d'encadrement. Donc c'est 6,3 moins 0, fois 10 à la puissance moins 2, bien sûr, pour convertir la distance en mètres. Ici, on divise par la durée qui sépare l'enregistrement des deux points B2 et B0. Donc, on trouve 0,78. Donc, ici, on va marquer 0,78. De la même façon, on calcule les autres vitesses. Donc, on constate dans ce cas étudié que les deux vitesses qu'on a calculées sont constantes. On dit que le mouvement de B est un mouvement uniforme. On a vu tout à l'heure que à chaque instant, tous les points du corps ont la même vitesse angulaire. Donc, cette valeur-là, 7,8, on peut la considérer comme étant la vitesse angulaire du mouvement du corps, c'est-à-dire de l'autoporteur, autour de l'axe fixe. Deuxième constatation, c'est que le rayon de la trajectoire du point B, R, est égal à 10 cm. On peut le vérifier sur l'enregistrement, qui est égal à 0,1. Donc si on multiplie 7,8 par la valeur de ce rayon, on va trouver 0,78. Donc on déduit expérimentalement la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. On peut démontrer cette relation-là théoriquement. Donc on a la relation entre le mouvement entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire S est égal à Rθ. L'expression de la vitesse linéaire VI est égal à MI moins 1, MI plus 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1. Donc on peut montrer qu'il est égal aussi à la variation de l'abscisse angulaire curviligne sur la variation des dates, c'est-à-dire TI plus 1 moins TI moins 1. Et on aboutit à cette relation. On voit bien que VI est égal à R oméga I. Donc la relation qui relie la vitesse, c'est-à-dire linéaire, et la vitesse angulaire, c'est VI. Pour un point M, c'est VI est égal à R oméga I. Avec R, c'est le rayon de la trajectoire du point considéré. Si on veut s'intéresser aux unités des grandeurs qui entrent dans cette relation, donc la vitesse s'exprime en mètres par seconde, le rayon en mètres, la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc on tire de là une conséquence importante, puisqu'on a dit que tous les points du corps ont la même vitesse angulaire. Donc les points qui se trouvent à la même distance de l'axe de rotation ont aussi la même vitesse linéaire. D'accord? Donc ça, c'est une remarque importante. On passe maintenant au quatrième paragraphe, mouvement de rotation uniforme. On va
voir un exemple d'un mouvement uniforme. Donc, lorsqu'on regarde l'enregistrement du point A dans l'enregistrement précédent, on constate que les distances parcourues par le point A pendant des intervalles de temps égaux est égale, c'est-à-dire que ce mouvement-là, c'est un mouvement uniforme. On peut déduire que le mouvement de rotation de l'autoporteur est un mouvement uniforme aussi. Et on peut donner la définition du mouvement de rotation uniforme c'est-à-dire le mouvement de rotation d'un solide S autour d'un axe fixe et dit uniforme si la vitesse angulaire de ce mouvement reste constante au cours du temps. Donc on a oméga est égal à delta θ sur delta t. Dans ce cas-là, la vitesse, c'est-à-dire dans le cas du mouvement de rotation uniforme, la vitesse angulaire instantanée est égale à la vitesse angulaire moyenne à chaque instant. Donc est égal à delta θ sur delta t, est égal à une constante. Ce mouvement de rotation uniforme a quelques propriétés, donc on va citer quelques-unes. Premièrement, angle de rotation, on a oméga est égal à delta θ sur delta t. On peut tirer l'expression de l'angle de rotation, donc delta θ c'est oméga fois delta t. On peut aussi tirer le nombre de tours que fait le corps pendant une durée delta t, donc n c'est delta θ sur 2π, parce que 2π c'est-à-dire la mesure de l'angle que fait avec lequel tourne le corps pendant un tour. Donc n est égal à delta θ sur 2π. Deuxièmement, période et fréquence. Donc lorsque le mouvement de rotation est uniforme, au bout de chaque tour complet, chaque point du solide repasse par la même position avec la même vitesse linéaire, on dit que le mouvement est périodique. Donc le solide fait un tour complet pendant une durée appelée période et notée t. Donc on peut donner directement ici la définition de la période. La période t, c'est la durée donc nécessaire à un point d'un solide en mouvement de rotation uniforme pour faire un tour complet. Donc on a la relation delta θ est égal à oméga fois delta t. Lorsque delta t est égal à t, c'est-à-dire lorsque delta t est égal à la période, delta θ est égal à 2π. Et on en tire que 2π est égal à oméga t, et c'est-à-dire on obtient ici l'expression de la période t est égale à 2π sur oméga. Bien sûr, l'unité de la période dans le système international des unités est la seconde, son symbole est petit s. On peut donner quelques exemples de mouvements périodiques. Par exemple, le mouvement des aiguilles d'une montre. Le mouvement de l'aiguille des secondes d'une montre est un mouvement périodique de période t est égal à 1 minute ou bien 60 secondes, c'est-à-dire au bout de chaque minute, l'aiguille des secondes passe par la même position avec la même vitesse angulaire. Le mouvement de rotation de la Terre aussi est un mouvement périodique de période 1 jour. On sait que la Terre fait un tour complet autour d'elle-même pendant la durée d'une journée. Le nombre de tours que fait le solide par unité de temps est appelé à fréquence. On le note F. Donc F c'est 1 sur T. Et puisque T est égal à 2π sur oméga, donc F est égal à oméga sur 2π. L'unité de la fréquence dans le système international des unités est le Hertz, de symbole Hz, comme on sait. Et on va faire cette remarque-là. On a le nombre de tours effectués par un corps pendant une durée delta t. On a vu tout à l'heure que n est égal à delta θ sur 2π. Si on remplace delta θ par oméga sur 2π et oméga sur 2π par 1 sur t, donc on obtient que le nombre de tours que fait un corps pendant une durée delta t, c'est delta t sur t. D'accord? Donc, troisièmement, équation horaire du mouvement de la rotation uniforme. Donc nous avons delta θ est égal à oméga delta t. Cette relation-là est équivalente à delta θ c'est θ moins θ0. Delta t c'est t moins t0 avec bien sûr t0 égale à 0. On obtient θ est égal à oméga t plus θ0. Donc puisque θ dépend du temps, donc c'est une fonction des temps. Et donc on écrit θ de t est égal à oméga t plus θ0. Donc c'est l'équation du mouvement de rotation uniforme. Donc dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a calculé la vitesse angulaire, on a trouvé 7,8. La valeur de l'angle, c'est-à-dire l'abscisse angulaire θ0 est égale à 18 degrés. On peut le convertir en radio, donc c'est pi sur 10. D'où on tire l'équation du mouvement de l'autoporteur. Le mouvement de rotation de l'autoporteur qu'on a enregistré au premier paragraphe, θ de t est égal à 7,8t plus
pi sur 6. Θ de t est une fonction, bien sûr, si on regarde cette fonction-là, c'est une fonction affine. Sa courbe, c'est une droite, bien sûr, qui ne passe pas par l'origine, sauf si on prend, c'est-à-dire comme origine de temps l'instant où l'abscisse angulaire est égale à 0. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire la fonction devient une fonction linéaire. Donc ça veut dire que sa courbe passe par l'origine des axes. On va passer ici à un exercice d'application pour finir. L'équation horaire du mouvement de rotation d'un corps solide S autour d'un axe fixe et θ de t est égal à 31,4 t plus pi sur 6 avec t exprimé en secondes et θ en radians. On peut donner quelques questions, ou bien traiter quelques questions. Premièrement, quelle est la nature du mouvement de corps S? Deuxièmement, déterminer les valeurs de la vitesse angulaire oméga et l'abscisse angulaire θ0 à t égale à 0. Troisièmement, calculer la valeur de la période de rotation du corps S, en déduire la fréquence. Donc, quatrièmement, calculer le nombre de tours qu'effectue le corps S pendant une durée delta t est égale à 10 secondes. Et donc, cinquièmement, sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire d'un point M de ce corps S est d est égal à 20 cm, calculer la valeur de la vitesse linéaire du point M. Donc, pour passer aux réponses à ces questions, donc dans la première question, on a quelle est la nature du corps S. Donc, cette expression-là, ou bien l'expression de θ en fonction du temps, s'écrit sous la forme de oméga t plus pi sur 6. D'accord? Donc, c'est l'équation d'un mouvement de rotation uniforme. Donc, la nature du mouvement, c'est un mouvement de rotation uniforme. Pour déterminer les valeurs de θ de oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire, et de θ à l'instant t égale à 0, donc ici, il manque un indice 0. C'est-à-dire, on compare les deux relations, θ de t est égal à oméga t plus θ0 avec 31,4 t plus pi sur 6. Donc on en déduit que oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire, est égale à 31,4 radians par seconde et θ0 est égal à pi sur 6 radians. Dans la troisième question, on nous demande de calculer la valeur de t. Donc on a l'expression de t, c'est 2 pi sur oméga. Donc 2 pi 2 fois 3,14, c'est 31,4, on trouve 0,6. On en déduit la valeur de la fréquence f est égale à 1 sur t, qui est égal à 1 sur 0,2, donc 5 Hz. Dans la quatrième question, on nous demande de calculer le nombre de tours qu'effectue le corps pendant la durée delta t est égal à 10 secondes. Donc on a vu tout à l'heure que n est égal à delta t sur t, donc c'est 10 sur 0,2, on trouve 50 tours. 10 sur 0,2, c'est 100 sur 2, 100 sur 2 est égal à 50 tours. Donc dans la dernière question, on nous demande de calculer la vitesse linéaire d'un point M situé, bien d'un point M dont la trajectoire a un diamètre d égal à 20 cm. Donc on sait que la vitesse linéaire est reliée à la vitesse angulaire par la relation Vm est égal à Rm fois oméga. Et puisque le rayon est égal à la moitié du diamètre, donc Rm c'est d sur 2 fois oméga. Le diamètre est égal à 20, donc divisé par 2 c'est 10. On l'a converti, cette valeur-là, on l'a converti en mètres, donc c'est 10 fois 10 à la puissance moins 2, multiplié par 31,4, qui est la valeur de la vitesse angulaire oméga. Donc on trouve 3,14 mètres par seconde. Et voilà, c'est tout. Merci de votre attention.